Sous-titrage de ZDF 2000, un 2026. 4e année jour, 331 depuis le début de l'invasion. Bienvenue, voici le rapport quotidien. Le rapport d'aujourd'hui évoque une campagne ukrainienne contre la reconnaissance et la défense aérienne russe en Crimée, l'explosion d'un dépôt de munitions et de nouveaux gains russes. La vulnérabilité de la logistique, du commandement et des protections augmente en même temps, voire davantage. Jetons d'abord un œil à la mise à jour quotidienne de PET depuis l'Ukraine. Vous voyez où il est, ici vous apercevez les filets anti-drones. Il s'est trompé de direction et s'est retrouvé une fois très près du front, ou plutôt... Dans une zone dangereuse, le système de positionnement global tombe souvent en panne, surtout pendant les attaques où il est désactivé. Cela signifie aussi que la navigation est évidemment un peu difficile quand on est seul, ce qui fait qu'en prenant une mauvaise direction, on peut facilement partir complètement du mauvais côté. Je pense qu'il en parlera lui-même bientôt et, comme toujours, nous donnera des nouvelles. Habituellement, je débute par les événements du jour au nord de la carte, puis je parcours le front dans le sens horaire. Aujourd'hui, je dois faire l'inverse car le sujet est important. Hier, nous avons vu les Ukrainiens détruire plusieurs systèmes de défense aérienne et quelques radars. Les attaques aériennes par drone ont été plutôt réussies. J'ai pu mieux délimiter tout cela et le tracer sur la carte. Les attaques d'hier ont eu lieu entre Sébastopol et Féodosia, donc dans la zone verte. Pour que vous puissiez mieux vous repérer sur la carte des positions, j'ai redécoupé la Crimée afin que nous sachions toujours où se trouvent les endroits dont je parle. Ici, à l'ouest, se trouve la zone délimitée par des pointillés jaunes. C'est une zone que j'ai simplement appelée Bermude. Pourquoi Bermude ? Les Russes, quand ils sont-ils presque aveugles ? Ils contrôlèrent ces deux anciennes plateformes de forage devenues stations radar, mais les ont perdues il y a quelques années. Elles n'y sont donc plus. Les drones viennent rarement ici et les navires n'y vont plus. La flotte de la mer Noire y a subi des pertes si importantes qu'elle a retiré la plupart de ses navires de Crimée. Depuis lors, ils ne naviguent, si tant est qu'ils le fassent, qu'en longeant de très près la côte afin de se déplacer sous la protection des autres forces. Les hélicoptères sont aussi peu utilisés ici, je l'ai dit il y a 3 ou 4 semaines. Survoler cette zone est devenu dangereux, d'autant qu'un autre avion de chasse y a déjà été abattu il y a quelques mois. Pourquoi les hélicoptères ne survolent-ils plus cette zone ? Parce qu'ils risquent d'y être attaqués par de nombreux drones maritimes ukrainiens. C'est aussi la route d'approche typique pour les drones maritimes ukrainiens, et ils sont assez présents dans cette zone. Certaines de ces drones en sont équipées. Elles ont déjà reçu ici un lanceur de missiles solaires R-73 avec lequel elles peuvent également tirer sur de telles cibles, et c'est pourquoi elles sont devenues une menace sérieuse pour les avions et surtout pour les hélicoptères. Une grande partie de la zone est aussi protégée par des missiles anti-navires Neptune. Vous vous souvenez du Moskva, le navire amiral russe en mer Noire ? Il a aussi été coulé ici par 2 missiles Neptune. Au cours des dernières années, les Ukrainiens ont pu détruire de nombreuses installations radars dans la zone bleue, c'est-à-dire l'ouest de la Crimée, qui était censée couvrir la zone de Bermude. C'est cette zone ici. Les Ukrainiens ont souvent débarqué ici avec des unités spéciales et des vedettes rapides. Ils ont traversé, ont débarqué ici, ont lancé des drones depuis cet endroit et ont ensuite pu détruire des systèmes de défense aérienne ici. Il fallait faire comme ça à l'époque car à ce moment-là, les Ukrainiens n'avaient pas la portée de drones qu'ils possèdent aujourd'hui. À l'époque, il n'était pas possible de lancer un drone depuis la région d'Odessa qui pouvait aller jusque là-bas. Un drone ordinaire, on parle ici d'un drone kamikaze standard. Leur batterie dure 10 à 15 minutes selon la météo. Cela ne suffit absolument pas pour aller d'ici, du territoire ukrainien jusqu'en Crimée, trouver une cible et pouvoir encore l'attaquer. Il fallait donc se rendre sur place, lancer un drone près du canon anti-aérien, puis s'exfiltrer. C'était dangereux et cela a aussi coûté cher. Aujourd'hui, on peut placer ici dans la région des drones marins qui servent de répéteurs, c'est-à-dire qui amplifient le signal. On peut faire voler d'autres drones dans la zone, comme ces drones mer qui servent aussi à relayer le signal. Nous pouvons attaquer avec des drones à fibre optique. Ces drones à fibre optique peuvent aller jusqu'à 40, voire maintenant 60 ou 70 km en déroulant leurs bobines de fibre optique. Et ils obtiennent alors une image parfaite. Ce qui pourrait bien sûr être un peu difficile ici, si je peux me permettre. Je regarde simplement d'ici, à travers les 184 km, donc c'est assez difficile. Mais nous avons quand même vu.
Il y a les drones Sea Baby qui transportent aussi de petits drones. Cela signifie qu'on dirige un drone marin quelque part près de la Crimée et qu'à partir de là, on lance ensuite les plus petits drones First Person View. Ce sont eux qui parviennent ensuite à attaquer des cibles ici. C'est à peu près ainsi que le dernier assaut a été observé. Comme je l'ai dit, tout s'est un peu développé. Les Ukrainiens ont ainsi détruit plusieurs canons et rendu de nombreuses installations radar aveugles dans cette zone. Il a fallu se passer de composants clés dans la zone bleue, car ils ont été détruits. Donc les Russes sont plutôt aveugles pour la reconnaissance rapide. Ils ont certes des satellites dans la zone, mais ce ne sont que des satellites. Avec eux, il faut attendre qu'ils se retrouvent à nouveau à cet endroit pour pouvoir prendre une image exploitable. Cela signifie qu'il existe un délai entre les passages satellites durant lequel des attaques peuvent être lancées. Après la prise de Bermuda par les forces ukrainiennes, elles ont intensifié les attaques sur l'ouest de la Crimée. Elles progressent désormais plus loin dans la zone verte, vers le sud de la Crimée. D'ailleurs, c'est ici aussi que se trouve le quartier général de la flotte de la mer Noire, qui a déjà été attaqué par des missiles de croisière Storm Shadow. Une très longue chaîne de montagnes traverse ici toute la région. Dans cette région, on trouve aussi davantage de canons anti-aériens et surtout de stations radars, utilisées surtout pour détecter tôt les missiles de croisière et les roquettes approchant. C'est ici que les Ukrainiens frappent de plus en plus. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment ? Ces canons en Crimée, alors que le front ukrainien semble plus intéressant ? C'est très simple. Des journalistes supposent qu'on veut attaquer la Crimée. Volodymyr Zelensky et Oleksandr Syrski l'ont annoncé récemment. Il faut attaquer, car rester en défense ne permet pas de gagner une guerre. Et maintenant, certains journalistes, y compris quelques journalistes allemands qui ont bien plus de portée que moi, supposent que les Ukrainiens veulent attaquer la Crimée, et ce avec des soldats. Main sur le cœur. Franchement, ce n'est pas possible. Cela nécessiterait de nombreux navires de débarquement, que les Ukrainiens n'ont pas, rendant le ravitaillement difficile. Et aussi pour amener de nombreux soldats et du matériel en Crimée, ce qui, comme je l'ai dit, est plus ou moins impossible sans une grande flotte. Les Russes peuvent tout aussi bien défendre l'île. Les corridors doivent rester ouverts pour ravitailler les soldats. Comment compte-t-on faire cela sans marine et avec des troupes pratiquement coupées, puisqu'elles sont physiquement isolées du ravitaillement ? Il nécessite une logistique majeure, un fort soutien et de nombreux véhicules, car l'infanterie seule ne suffit pas à gagner le combat. Comment prévoit-on d'amener tout cela en Crimée ? Nous avions une tête de pont à Krinky, dans la région de Kherson, comme montré ici. Ce n'était qu'une toute petite descente. Il y a au maximum 1 kilomètre entre les deux rives ici. La tête de pont a tenu très longtemps, mais elle n'a pratiquement pas été ravitaillée. Et quand elle a été ravitaillée, aux 3 endroits, y compris ici à l'arrière, ce n'étaient que quelques vedettes rapides isolées qui parvenaient à échapper aux dangers des drones. Et ici, c'était déjà très très difficile. Alors comment pourrait-on réussir à reproduire quelque chose de similaire ici en Crimée ? On peut se demander pourquoi accoster par la mer ? On pourrait tout simplement percer quelque part ici et ensuite rejoindre la Crimée par voie terrestre. Alors, le sud de l'Ukraine est extrêmement miné depuis 2023. Ils vont sûrement attaquer à nouveau au même endroit où ils ont échoué il y a presque 3 ans, ici, dans la zone de leur contre-offensive. La seule autre alternative serait de traverser quelque part ici dans la région de Kherson, puis d'attaquer ici. Le grand avantage de cette zone, c'est que les Russes y ont des unités qui, entre guillemets, ne servent plus à rien pour le front en ce moment. Les Russes emploient Kherson uniquement pour une défense légère, y déployant peu d'unités. Tandis que d'autres combattent encore, une unité sur le front est si épuisée qu'elle ne peut presque plus se battre. Elle est ensuite transférée à Kherson, y reste quelques mois et est rééquipée progressivement. Pendant ce temps, ils défendent une bande côtière presque inutile à défendre. Parce que les Ukrainiens ne traversent pratiquement jamais ici. Il n'y a presque plus de ponts. Donc comment les Ukrainiens pourraient-ils passer en grand nombre ici sans pont ? La construction de ponts flottants ici est aussitôt attaquée par les Russes. Comme dit, il n'y a que quelques mètres entre les deux rives et ce sera très difficile. Nous l'avons également constaté lors des derniers sauts de tête de pont. Il est difficile de s'installer, de tenir les positions longtemps, voire de pouvoir continuer à s'étendre. C'est pourquoi je ne pense pas qu'ils essaieront d'attaquer physiquement la Crimée ici.
Il est possible, et je le pense aussi, que cela se passera ainsi, comme déjà mentionné dans d'autres rapports. Donc tout d'abord, les Ukrainiens ont pris le contrôle de Vermouda ici, puis ils ont commencé à détruire des canons de défense et à couvrir la zone ici. Maintenant, ils sont en train de faire la même chose ici, avec d'autres installations radars et d'autres positions de défense aérienne situées très en hauteur. Et puis, à un moment donné, d'autres seront attaqués ici aussi. Ce que font les Ukrainiens, c'est qu'ils repoussent de plus en plus les capacités de défense aérienne russes vers l'est. Cela signifie qu'au début, ils étaient ici avec des soldats ordinaires, ils devaient attaquer, puis ils ont réussi à amener des drones jusque-là. Maintenant, ils parviennent aussi à attaquer ici, dans le sud, avec des drones. Ils sont sans doute autour de l'île, attaquant par le sud pour éviter la chaîne de montagnes, puis ont progressivement pris le contrôle ici. Et nous verrons si un jour la densité des capacités de défense aérienne russes diminue de plus en plus ici, alors nous verrons un jour des attaques de drones encore plus importantes ici. Un jour, des avions oseront aussi s'aventurer dans cette zone. Ce sera décisif dès qu'ils pourront y voler. De nombreux canons anti-aériens et radars ayant été détruits ici, cela devient, entre guillemets, un peu plus sûr. Ensuite, il est très probable que les Ukrainiens essaieront de lancer des missiles de croisière au-dessus de la Crimée, qui frapperont alors l'arrière des troupes russes ici, et ce, le long de la ligne de front ou à des points stratégiques. La défense antiaérienne russe sur le front a été fortement réduite, elle ne peut plus couvrir toutes les directions. Ce qui est évidemment parfait pour les Ukrainiens s'ils peuvent attaquer par l'arrière pour frapper des cibles de grande valeur, et je pense que cela va continuer à évoluer dans cette direction. Parce que d'une part, ils peuvent dire qu'ils veulent mener plus d'offensives, et d'autre part, ils peuvent ainsi soutenir ces offensives. Durant la nuit, la Russie a mené une attaque de grande envergure contre l'Ukraine, à nouveau depuis les airs. Des drones, des missiles balistiques de type Iskander ainsi que des missiles de croisière ont été utilisés. Des frappes ont touché Kiev, Dnipro, Odessa et Poltava. À Kiev, la rive gauche du Dnipro a été particulièrement touchée. Plus de 6000 bâtiments civils ont perdu électricité, eau et chauffage. Une femme a été blessée. Dans le district de Boutcha, site du massacre d'il y a quelques années, un homme est mort suite aux attaques. L'armée de l'air ukrainienne a signalé l'abattage de 40 drones ennemis, indiquant un taux d'interception élevé, mais non total. Il est aussi important de confirmer que la Russie a utilisé pour la première fois une nouvelle variante du missile Iskander. Il s'agit du missile dit Iskander 1 avec une portée allant jusqu'à 1000 km. L'emploi de ce système montre l'expansion des capacités russes pour des attaques de précision à longue portée, accentuant la pression sur la défense aérienne ukrainienne et les cibles en arrière du front. Des rapports concordants en provenance de Debaltsev occupés font état d'une attaque contre un dépôt de munitions. Après le premier impact, une autre explosion s'est produite. Des sources locales font état d'incendies persistants et d'explosions continues, parfois violentes, sur une longue période. Cela suggère que l'attaque a touché un important dépôt d'armes, provoquant l'explosion incontrôlée d'une grande partie des stocks. La situation révèle de lourds dégâts logistiques russes et la mise hors service partielle ou totale de l'entrepôt. Il s'agit d'un dépôt de munitions de campagne, ce qui limite l'ampleur des dégâts localement, mais cela représente néanmoins un coup dur pour la logistique des unités environnantes. Les Russes ont en effet l'habitude de construire un grand dépôt de munitions plutôt que de nombreux petits dépôts. Les troupes ont apparemment introduit une nouvelle forme de camouflage. Les soldats doivent désormais se camoufler en tas d'ordures ou de gravats. L'objectif est d'éviter d'attirer l'attention ou d'être reconnu dans des zones de combat détruites ou encombrées de débris. Je dois dire que le rendu est bon, on voit à peine les soldats dessous. Imaginez cet homme camouflé, caché dans une maison à moitié effondrée parmi les décombres. Franchement, c'est pas mal. Je ne pouvais priver personne de cette vidéo, mais restons-en aux décombres. Un soldat russe filme aussi Voloda, conquise l'an dernier dans le sud-est de l'Ukraine, après 2 ans et demi de combat. Il montre les tombes des civils morts ici et dit qu'ils sont décédés. Mais ce choix de mots masque la réalité. Ils ne sont pas simplement morts. Ils ont été tués par la guerre menée par la Russie. Son reportage est assez exemplaire d'un schéma fréquent. La destruction et les victimes civiles sont montrées, mais la responsabilité est dissimulée dans le langage. Il dit lui-même qu'il trouve toute la situation ici effrayante, mais pourquoi tout cela et c'est comme ça, bien sûr, cela n'est pas mentionné. En juillet 2024, l'offensive de Pokrovsk de l'armée russe a commencé. L'objectif était de prendre le contrôle de la ville, car elle est considérée comme stratégiquement importante en raison de sa signification pour les transports.
pour imposer les ambitions russes, comme le contrôle total du Donbass et d'autres objectifs. En décembre, la Russie a affirmé avoir conquis la ville, ce qui a été démenti, comme pour Kobiansk, car c'était faux. Mais si nous regardons la carte, nous voyons qu'à la fin janvier 2026, la ville est considérée comme plus ou moins contrôlée par les Russes. Je ne trouverai plus aucun endroit dans la ville que je n'aurais pas déjà marqué comme dominé par les Russes. Depuis le rapport d'aujourd'hui, j'ai aussi colorié ici la fête du village, c'est-à-dire le nom de la localité. Et je vois justement qu'ici à Mörnerath, toute la zone manque, du moins dans la partie sud. Bien, cette partie, Mörnerath Nord, serait sous contrôle russe selon moi, mais je ne peux pas le prouver. Celle-ci est en tout cas sous contrôle russe. Il reste quelques combats isolés au nord, mais rien n'indique que les Ukrainiens y tiennent encore des positions. D'ici, comme je l'ai dit, les attaques sont très souvent lancées en direction de Rychin, qui sera probablement le prochain village à être âprement disputé ici. Et c'est tout pour le moment du front. Merci aux abonnés, membres, équipe Algo, et spécialement au lieutenant-colonel Renek, Robert Ziller, Dietrich, Freddy et Mayrofer. Abonnez-vous, aimez, commentez et à la prochaine mise à jour.